14-year-old is in custody for today's deadly school shooting in Georgia. I definitely will feel like scared going back to that school, just knowing like what I saw coming out of that school too. It's hard to get out of my head. A 14-year-old boy and his father will remain behind bars. Notre histoire nous conduit dans la ville de Winder, dans l'état de Géorgie. Nous sommes dans la partie sud-ouest des États-Unis. La ville comprend un peu moins de 20 000 habitants. Elle se trouve à environ 1h30 d'Atlanta, qui se trouve être la capitale de l'État. Winder est relativement calme. Elle bénéficie cependant d'un vaste espace de spectacle et événements nommé le Jug Tavern Park. L'occasion pour les résidents et quelques touristes de passage de se retrouver lors de concerts en plein air. Mais malheureusement pour nous, on n'est pas ici pour discuter de musique et de divertissement. Mais on va parler d'une chose bien plus sombre qui s'est déroulée là-bas. Le 4 septembre 2024, c'est l'effervescence au lycée Appalache de la ville, comme chaque matin. Nous sommes sur un important établissement comptant 1900 élèves. La rentrée a eu lieu la semaine passée seulement. Les groupes d'adolescents se sont reformés dans les couloirs. Quant aux professeurs, ils se sont remis dans leur routine de préparation de cours. Ils profitent des quelques minutes qu'il leur reste avant la sonnerie. Le son finit pourtant par retentir dans les couloirs. Les élèves pénètrent dans les classes et installent leurs affaires. Personne ne le sait encore, mais le pire est sur le point de survenir. Aux environs de 10h20, les autorités locales reçoivent des appels provenant du lycée Appalache. Une fusillade est en cours. Les secours se rendent immédiatement sur les lieux. Les élèves ainsi que le personnel de l'école ayant quitté l'enceinte sont regroupés dans le stade. Entre la panique et les pleurs, tous tentent de se soutenir. Un dispositif de sécurité est rapidement mis en place. Les agents de police entrent dans l'enceinte du bâtiment. Ils sont accompagnés de 2 gardes de sécurité du campus scolaire. En parcourant les couloirs, ils finissent par tomber sur le jeune tireur. L'adolescent est sommé de déposer son arme. S'il ne se rend pas, les agents n'auront d'autre choix que de tirer sur lui. Quand le jeune garçon se rend compte qu'il est pris au piège, il se rend rapidement aux autorités. Il avait compris qu'il était cerné et qu'il ne pouvait plus rien faire. Suite à la neutralisation du tireur, les policiers se penchent sur l'arme ayant causé tant de mal. Il s'agit d'un AR-15, un fusil d'assaut. Le jeune garçon s'était préparé à faire de nombreuses victimes. Prenons le temps de comprendre qui était ce fameux tireur. Je vous propose de creuser sur sa personne et de vous le présenter. Colt Gray est un adolescent de 14 ans au moment des faits. Il est le fils de Colin Gray, 54 ans, et de Marcy Gray, 43 ans. Marcy était un ingénieur qualité dans une entreprise locale. C'est en tout cas ce que renseigne son profil professionnel LinkedIn. Colin exerce dans le bâtiment, sans précision sur le poste occupé. Le couple Gray a 2 autres enfants en plus de Colt. Les parents se séparent après plusieurs années de couple. Et le processus est loin d'être serein. Colin et Marcy se disputent la garde des enfants. Colt résidait dernièrement dans la ville de Jefferson, à 20 km de Winder. D'après ce que j'ai compris, c'était le domicile de son père. Mais l'adolescent a résidé une bonne partie de son enfance avec sa mère. La famille Gray n'est pas connue pour être une famille tranquille. Elle a connu de nombreux déménagements, mais pas forcément pour les bonnes raisons. En juillet 2022, la famille est expulsée de son domicile pour défaut de paiement des loyers. C'est un adjoint du shérif qui procède. Ce dernier récupère 3 armes à feu, dont une AR-15 et un arc. Les armes sont gardées pendant un temps avant d'être remises à leurs détenteurs. Déjà, quand tu trouves des armes dans un foyer, tu te dis pas que c'est un peu bizarre? Quand tu trouves un arc, tu te dis pas que cette famille elle est un peu louche? Mais gardez-les les armes, pourquoi les rendre? Vous allez me dire c'est les États-Unis, le port d'armes. Bah voilà. C'est complètement triste. Il n'aurait jamais dû rendre ces putains d'armes. Le foyer emménage dans un nouveau quartier au cours de l'année 2022. Et les problèmes suivent rapidement. Les parents font preuve de négligence envers leurs enfants. Ce qui fait que la police et les services sociaux font partie du paysage familial. Les voisins sont témoins d'actes de maltraitance, dont Lauren Vickers qui apporte son témoignage. Cette dernière est la voisine directe de la famille. Elle raconte que le plus jeune de la fratrie venait jusqu'à son jardin pour réclamer à manger. Colt et sa sœur sont parfois enfermés à l'extérieur de la maison en pleine nuit. Ils hurlent de nombreuses minutes en frappant à la porte pour qu'on les laisse entrer. Marcy, la mère de famille, a d'ailleurs un casier judiciaire. Elle a été arrêtée pour possession de drogue, violence conjugale et dommages matériels. Il subsiste également d'autres infractions dans son casier. Suite à une fraude concernant l'achat d'une voiture d'occasion, elle a été mise en prison en avril 2024. Les antécédents de Marcy s'étendent sur une durée de 17 ans et couvrent 4 comtés de Géorgie. On parle donc d'une personne qui a fait parler d'elle dans de nombreux endroits aux États-Unis.
Déjà là, tu vois qu'il y avait un réel problème. Des parents qui laissent vraiment à désirer. Et Colt, pendant ce temps-là, n'a pas eu une scolarité linéaire. Il sèche régulièrement les cours, au point où on le décrit peu présent au sein de l'école. L'adolescent a changé plusieurs fois d'établissement scolaire. Il était auparavant élève au lycée West Jackson de Houston, avant de se trouver à l'école secondaire de Jefferson. Colt était scolarisé depuis peu au lycée Appalache. Au moment des faits, il est en première année. L'arrestation du jeune tireur est l'occasion de nombreuses révélations. En effet, le FBI s'était déjà intéressé à l'adolescent un an auparavant, en mai 2023. Un utilisateur Discord avait eu des propos inquiétants. « Je suis en train de préparer une fusillade de masse et j'attends un bon 2-3 ans. Je ne peux pas encore me tuer parce que je n'apporte rien à la culture. Je dois partir en sachant que je l'ai fait. » Les messages étaient accompagnés de photos d'armes à feu. L'utilisateur faisait également référence à Adam Lanza, responsable de la tuerie de Sandy Hook. Il envisageait de se rendre également dans une école primaire pour commettre son acte. Après des recherches, le FBI avait pu retrouver le nom de l'utilisateur Colt Gray. Ces renseignements avaient été transmis au bureau du shérif d'un comté voisin. Les autorités ne s'étaient pas arrêtées à une simple surveillance de ses réseaux sociaux. Une enquête avait été ouverte et Colt avait été entendu. Les agents du shérif avaient décrit le jeune homme comme un garçon calme et réservé. L'adolescent avait assuré ne pas être l'auteur de ce qui avait été dit sur Discord. Pour lui, il n'avait rien à voir avec ces déclarations. Pire, il estimait que quelqu'un souhaitait lui causer du tort en mettant ces déclarations sur son dos. Il indiquait ne jamais pouvoir tenir de tels propos, même pour plaisanter. Il aurait supprimé son compte Discord car il se faisait constamment pirater. Son père est interrogé à son tour. Il avait avoué être détenteur de plusieurs fusils de chasse. Cependant, Colt ne pouvait pas y accéder comme il le souhaitait au domicile familial. L'adolescent devait être sous la supervision de son père pour utiliser une arme. Colin révèle également que son fils avait des problèmes dans un précédent lycée où il était scolarisé. Depuis un changement d'établissement, Colt allait mieux. L'établissement scolaire de l'adolescent avait été mis dans la boucle. Le jeune garçon avait ainsi été placé sous surveillance dès qu'il arrivait au lycée. La police n'avait alors aucun véritable motif de le mettre derrière les barreaux. L'enquête s'était achevée peu après, car le compte Discord n'avait pas pu être relié directement à Colt. Suite à la tuerie, un porte-parole de la plateforme s'exprime à ce sujet. Un compte pouvant être associé à l'adolescent avait bien été supprimé courant mai 2023. Le porte-parole justifie cette décision car l'utilisateur ne respectait pas la politique contre l'extrémisme. Les tueurs de masse ont souvent un discours similaire. Ils préparent leur acte afin de commettre le plus de victimes possible, mais pas seulement par pure vengeance. Il y a une intention derrière de marquer la communauté, de prendre part à une célébrité que je qualifierais de malsaine, sachant que nous retenons davantage les noms des criminels liés à des événements de grande ampleur. Revenons un peu dans le présent, juste après les événements. Les journalistes ont afflué en direction du campus du lycée, au même titre que les parents inquiets. Ils se dirigent vers quelques élèves, dont certains semblent avoir côtoyé le tireur de près. On est aux alentours de 9h45. Quand Liela Sayorat se retrouve aux côtés de Colt Gray. Les deux adolescents ont été décrits comme amis. Les élèves de la classe ont cours d'algèbre désormais. La journée de cours semble avoir débuté 1 heure plus tôt. Pourtant, Colt se saisit de ses affaires et quitte la salle à 9h45, juste avant l'arrivée des professeurs. Liela ne s'étonne pas plus que ça de cette attitude. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, Colt est réputé pour sécher les cours. L'adolescente comprend que son voisin de table n'a pas l'intention de revenir. Colt ne prend pas de passe pour accéder aux toilettes. Les commodités devaient être fermées, laissant entendre que les élèves étaient déjà installés en classe. Colt revient au niveau de la classe quelques minutes plus tard. Un camarade se dirige alors vers la porte verrouillée de la pièce pour le faire entrer. Mais celui-ci s'immobilise en remarquant le fusil entre les mains de Colt. Colt se rend compte qu'on ne va finalement pas lui redonner accès à la classe. Il se dirige vers une pièce similaire qui est quant à elle ouverte. L'adolescent fait feu et commence à semer la panique dans les couloirs de l'école. Liela indique avoir entendu une dizaine de coups de feu. Une demi-heure après le départ de cours de Colt, les haut-parleurs de l'établissement s'enclenchent. L'annonce demande expressément aux professeurs d'ouvrir leur boîte mail. Ici, le chef de l'établissement ne voulait pas déclencher un vent de panique dans l'ensemble du lycée. En faisant cette demande, les professeurs restaient en classe et protégeaient ainsi leurs élèves. Les élèves et professeurs à proximité du tireur se jettent à terre. Ils se retranchent là où ils peuvent, ils rampent et essaient de se cacher sous les tables. Les autres témoignages de lycéens sont tout aussi intenses. Stéphanie Folgard, 17 ans, revient sur sa propre expérience de la fusillade.
Mon professeur nous a dit de nous réfugier dans les toilettes ou dans un placard, et nous nous sommes cachés. Certains paniquaient, ils avaient l'impression qu'ils allaient s'évanouir. Ça aurait pu être n'importe qui se faisait tirer dessus. Il y a eu 4 morts. C'est effrayant de savoir que ça aurait pu être toi ou moi ou l'un d'entre nous. Certains adolescents qui ont entendu les premiers coups de feu ont une pensée pour leurs proches. Munis de leur portable, ils ont envoyé des messages aux membres de leur famille pour leur dire qu'ils les aimaient. C'est le cas d'Ethan Haney, qui a envoyé ces quelques mots à sa mère vers 10h23. Fusillade à l'école maintenant. J'ai peur. Je t'aime. C'est pas la première fois que je lis des témoignages face à une ampleur pareille. Les gens qui voient potentiellement leur mort arriver expriment ce qu'ils ont sur le cœur. J'imagine même pas ce que les adolescents ont dû ressentir à ce moment précis. Imaginez juste une seconde être l'un d'entre eux caché sous les tables. Et là, juste à côté, t'as un putain de tireur dans les couloirs en train d'abattre des humains. Imaginez la détresse de ces personnes et l'horreur qu'ils ont dû subir. Juste à imaginer, ça devait être horrible à vivre et d'une tristesse énorme. Le soir même de ce tragique événement, une conférence de presse revient sur les faits. La fusillade fait 9 blessés au total, dont 8 élèves et un enseignant. Ces derniers sont sur la voie de la guérison physique, bien que traumatisés par les événements. Mais des pertes ont eu lieu. On dénombre 4 victimes, 2 élèves ainsi que 2 professeurs. Mason Shamahon et Christian Angulo étaient âgés de 14 ans, l'âge de leur meurtrier. Nous avons également Richard Aspinwall, 39 ans, ainsi que Christina Irimi, 53 ans. Après quelques recherches, il s'avère que le tireur et les victimes n'avaient aucun lien entre eux. Maintenant, je vais prendre le temps de parler des victimes qui ont perdu la vie. Mason Shamahon était décrit comme un adolescent drôle et créatif. Il était également démonstratif, n'hésitant pas à faire des câlins à ses proches, dont sa sœur Alana. Le jeune garçon avait souvent le sourire aux lèvres. Il se liait facilement avec les autres et était réputé pour aimer tout le monde. J'ai lu dans un article qu'il avait un trouble du spectre autistique. Mason avait une passion pour les jeux vidéo. Il aimait en particulier Roblox et Genshin Impact. Mais ce qui quand entend tout ça, je vous jure que ça fait de la peine. C'était un gamin qui avait toute la vie devant lui, bordel. Enfin bref, comme je le disais, c'était un gamin qui aimait jouer. Il appréciait également la lecture et se rendre dans des parcs type Walt Disney World. Peu avant de perdre la vie, Mason avait envoyé un message à sa mère. Tristement, il lui avait assuré être en sécurité, dissimulé dans les toilettes du lycée. Une page GoFundMe a été ouverte en soutien pour ses proches. Christian Angulo était un garçon doux, gentil et attentionné. L'adolescent était aimé de ses camarades. On le décrit comme amusant et cool. Il était également proche de sa famille et avait également des rêves plein la tête. L'adolescent avait de nombreux passe-temps. Et je vous jure que je vous raconte l'histoire, mais j'ai la boule au ventre pour ces pauvres personnes. Christian aimait les jeux vidéo, autant que la pratique du sport. Il jouait au football quand il en avait l'occasion. La famille Angulo était originaire de la Californie. Elle avait déménagé en Géorgie 10 ans auparavant afin d'apporter un cadre plus sécuritaire aux enfants. Une cagnotte GoFundMe est ouverte par sa sœur Lisette afin d'aider à financer les funérailles de Christian. Cela lui a permis de partager l'histoire de son frère ainsi que des photos. Christina Irimi était donc professeure de mathématiques au lycée. Elle était originaire de Roumanie, où elle avait encore de la famille. Elle résidait aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Christina était mariée. Elle avait débuté l'enseignement en 2012, encouragée par son mari. Elle était très estimée au sein de l'établissement scolaire, que ce soit par ses collègues que par les élèves. Dévouée, attentive et gentille, elle prenait le temps d'accompagner les élèves en difficulté dans sa matière. Christina était également réputée pour son rire, sa joie de vivre ainsi que ses blagues. Elle ne laissait personne indifférent dans son entourage. Christina donnait également de son temps auprès de la communauté roumaine du secteur. Elle fréquentait l'église orthodoxe roumaine de Sainte-Marie de Dracula. Elle pratiquait la danse folklorique roumaine traditionnelle depuis de nombreuses années. Si elle aimait danser, elle appréciait également enseigner la pratique aux autres. Au moment où la fusillade a éclaté, elle célébrait son anniversaire en compagnie de ses élèves. Elle avait ramené un gâteau ainsi que de la pizza pour leur faire plaisir. Une page a été ouverte également pour soutenir ses proches. Richard Aspinwall, l'autre professeur de mathématiques, était tout aussi aimé. Il était surnommé Ricky par ses proches. Il était marié avec une femme du nom de Shaina. Le couple avait 2 filles, Heidi et Emory. Tout comme Christina, Richard était soucieux du bien-être de ses élèves. Il n'hésitait pas à demander aux adolescents
s'ils se sentaient bien ou s'ils avaient besoin de son aide. Il enseignait dans le lycée depuis 2 ans, ayant été muté du lycée Mountain View à une trentaine de kilomètres. Hormis son travail à l'école, l'homme avait une passion pour le sport. Richard était entraîneur adjoint pour une équipe de football américaine. Il était également joueur, occupant le poste de coordinateur défensif pour les Appalaches Wildcats. Il était d'un tempérament joyeux et agréable. L'homme se trouvait toujours derrière ses élèves, les poussant à dépasser leurs limites. Il était réputé dans son secteur pour son amour du sport. Pour lui aussi, une page a été ouverte pour aider ses proches à surmonter cette épreuve. Le 6 septembre au soir, elle avait déjà récolté un montant de 369 000 $. La fusillade ne tarde pas à faire l'objet d'une récupération politique. Nous sommes en pleine période électorale et chaque parti souhaite donner son avis. Kamala Harris, la vice-présidente, déclare les choses suivantes. C'est une tragédie tout simplement insensée, qui vient après tant de tragédies insensées. Et c'est tout simplement scandaleux tous les jours que dans notre pays, les États-Unis d'Amérique, les parents doivent envoyer leurs enfants à l'école, en se demandant si oui ou non, leur enfant rentrera vivant à la maison. C'est insensé. Nous devons arrêter ça. Sur le côté de Donald Trump, on se concentre davantage sur le tireur que sur la question des armes. L'adolescent meurtrier est qualifié de monstre malade et détraqué d'après les termes du candidat républicain. La panique concernant la fusillade s'est répandue, au point où rumeurs et faits ne font plus qu'un. Un lycée de l'établissement Colton Gray a un temps fait l'attention des réseaux sociaux. Comme vous l'imaginez, son identité proche de celle du tireur n'a pas été d'un grand secours. Les autorités de l'État ont dû indiquer que le jeune homme n'était pas impliqué. Le lycée aurait été contacté peu avant les événements. L'appel indiquait que 5 écoles de l'État seraient le théâtre de tueries. Le lycée Appalaches était mentionné comme la première cible. L'enquête n'a pas pu définir le destinataire. Je vous ai parlé un peu plus tôt des témoignages des victimes. Sachez que quelques proches de Colt se sont également exprimés dans la presse, à commencer par le grand-père maternel de l'adolescent, Charles Polamus. Ce dernier est relativement critique concernant le mode d'éducation de Colt. Il raconte que son fils souffrait de violences psychologiques de la part de son père. Colin passait énormément de temps à hurler sur Colt, mais également sur sa femme, Marcy. Les enfants étaient négligés et n'avaient aucun vêtement propre. Selon ses termes, l'adolescent était un bon garçon qui vivait dans un environnement hostile. Il n'avait aucun problème de colère ou quoi que ce soit. C'est l'éducation qu'il a reçue qui a entraîné en quelque sorte cet acte. Ici, Charles va descendre son beau-fils, mais à aucun moment sa fille. Marcy n'était pas ce qu'on appelle une mère exemplaire non plus. J'imagine qu'ici le grand-père avait besoin de désigner un coupable. Mais tout ça pour dire que les 2 parents avaient leur tort. Ça, c'était sûr. Arrivé jusqu'ici, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais avoir vos avis concernant tout ça. Et si vous pensez que les parents avaient un rôle dans cette histoire. Si vous pensez que c'est à cause d'eux finalement, que leur éducation a créé un petit monstre entre guillemets. En tout cas, j'attends vos avis avec impatience dans les commentaires. Annie Brown, la tante de Colt, a également des révélations importantes à faire. Elle se tourne vers le Washington Post pour apporter son témoignage. D'après elle, Colt était sujet à des troubles de santé mentale. L'adolescent en avait fait part à plusieurs reprises, suppliant qu'on lui vienne en aide. Annie a une phrase lourde de sens sur ce point. C'est les adultes qui l'entouraient qui lui ont fait défaut. Colt Gray est incarcéré au centre régional de détention juvénile de Gainesville. Il ne cherche pas à minimiser son acte. Dès le premier interrogatoire auprès de la police, il admet sa responsabilité. En même temps, vous allez me dire qu'il ne pouvait pas faire autrement. Un fusil à la main dans les couloirs du lycée, alors que les autres élèves étaient paniqués et cachés, c'était très compliqué de mentir à ce stade. Toutes les preuves étaient contre lui, donc il ne pouvait qu'admettre sa responsabilité, et rien d'autre. Le propre père de Colt est également arrêté le 5 septembre. Le père du criminel est accusé de plusieurs chefs d'accusation pour homicide involontaire et meurtre au 2e degré, ainsi que pour cruauté envers les enfants. Les enquêteurs se sont intéressés rapidement à la manière dont Colt s'était muni de son arme. Il s'avère que c'est son père qui lui en avait fait cadeau pour Noël. Oui, vous avez bien entendu, cadeau pour Noël. Donc ouais, t'offres une arme à ton fils. En plus, c'était quelques mois après que la police s'était intéressée à Colt. C'est dire à quel point ce père était complètement taré. C'est dans ce genre de cas qu'on se rend compte que les États-Unis, c'est une autre culture. C'est du grand n'importe quoi. C'est un pays où tu peux acheter du lait, des céréales ainsi que des armes à feu au même endroit. C'est quand même assez incroyable. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais il est important de le rappeler. Ce garçon ainsi que son père ont été interrogés par la police pour des menaces de tuerie de masse sur Internet. Ce même père qui ne voit pas le problème d'acheter un fusil pour Noël.
Dans certains cas, on blâme les parents de jeunes criminels de n'avoir rien vu. Colin Gray ne pouvait pas ignorer que son fils avait de terribles intentions. Suite à l'arrestation de l'adolescent, la maison des Gray est perquisitionnée. Des éléments intéressants sont retrouvés dans la chambre de Colt. Le jeune garçon avait une obsession pour les massacres ayant eu lieu dans d'autres établissements. Les écrits du jeune criminel font mention de la fusillade Parkland en Floride. Cette dernière a eu lieu dans un lycée le 14 février 2018. 17 personnes ont été tuées et 15 autres blessées. Le responsable de la tuerie, Nicholas Jacob Cruz, avait 19 ans à l'époque et était un ancien élève. Colt mûrissait son projet depuis un certain temps visiblement. Le 6 septembre, soit 2 jours après la fusillade, une première audience s'ouvre. Le jeune homme est convoqué devant la cour à 8h30. Colin Gray comparaît également ce même jour, 1 heure plus tard. L'adolescent accusé répond par oui à chaque question qui lui sont posées. Il ne va à aucun moment nier ce qu'il a fait. C'est un moment chargé d'émotions pour les personnes venues assister à l'audience. La procédure ne dure pas plus de 11 minutes. Le juge ordonne une première comparution le 4 décembre à 8h30, soit 2 mois plus tard. Colt risque une condamnation de 180 années de prison pour ses crimes s'il est reconnu coupable. L'enquête se poursuit d'après ce que je comprends. Il y a quelques éléments à éclaircir. Les premières entrevues entre l'adolescent et le tireur n'ont pas permis non plus de connaître le motif de son acte. Compte tenu de la gravité des faits, l'adolescent risque d'être jugé en tant qu'adulte. C'est ce que préconise le directeur du bureau des enquêtes de l'État de Géorgie, Chris Osei. Pour le moment, il est incriminé pour 4 chefs d'accusation pour meurtre. Le lycée Appalache demeure fermé la semaine de la tuerie. Le phénomène de tuerie au milieu scolaire n'est pas étranger aux États-Unis. Celle réalisée par Colt Gray se trouve être la 45e perpétrée lors de l'année 2024. J'aimerais terminer sur une note un peu plus positive, même si 4 personnes ont perdu la vie. Quelques jours seulement avant la rentrée scolaire, quelques installations avaient été réalisées dans le lycée. On parle là d'éléments habituels, mais également un système d'alarme. Ce dernier a permis de sauver de nombreuses vies, ce fameux 4 septembre 2024. On se retrouve pour la conclusion de notre affaire avant de passer à la suivante. C'est assez rare que je parle de tuerie de masse sur ma chaîne YouTube, et en particulier sur des écoles. Les écoles font partie des lieux dont on ne souhaite jamais entendre parler dans True Crime. C'est tout simplement hyper triste de se dire que des enfants vont perdre la vie par un tueur. On est tous déjà allés à l'école plus jeunes et au grand jamais, jamais tu te dis que t'as un risque là-bas. T'es censé être là-bas pour apprendre, partager, évoluer, passer des bons petits moments. Pas te faire tuer, bordel. Pas te faire tuer. Je vous jure que cette histoire, je la trouve hyper triste. Et ça fait vraiment de la peine pour les victimes. Msaken. Colt Gray était un adolescent de 14 ans au moment de notre histoire. Issu d'un milieu défavorisé, il a connu de nombreuses expériences traumatisantes. De la séparation de ses parents à la maltraitance psychologique, tout y est passé. Le jeune garçon ne fait pas spécialement parler de lui dans la vie quotidienne. Il est juste connu pour sécher régulièrement les cours. Cependant, Colt attire rapidement les projecteurs du FBI sur lui. Ses propos sur Internet sont relevés et pris au sérieux dès ses 13 ans. L'adolescent renseigne déjà sa fascination pour les tueries de masse. Il ne fait pas que d'en faire référence, il indique se préparer à l'acte. S'il n'a pas pu être relié directement à l'époque, le pire restait à venir. Le 4 septembre 2024, quelques jours seulement après la rentrée, Colt trouve le moyen d'intégrer son lycée avec une arme. L'adolescent quitte sa classe peu avant le début d'un nouveau cours. Il semble aller récupérer son arme avant de revenir sur ses pas. Il tente de duper ses camarades avant de diriger ses tirs dans une pièce voisine. Après quelques minutes, ce qui est un véritable enfer, le tireur est arrêté. Il est présenté devant le tribunal une première fois 2 jours après la tuerie. Son procès s'ouvrira le 4 décembre, soit 2 mois jour pour jour après les faits. Colt risque de passer le restant de ses jours derrière les barreaux, ce qui serait amplement mérité. Ici, j'ai une pensée pour les proches des victimes. 2 adolescents ont perdu la vie, ainsi que 2 professeurs qui protégeaient leurs élèves. Personne ne s'imagine apprendre la mort de proches au sein d'un établissement scolaire. Il nous arrive de songer au pire, mais pas à ça. J'espère de tout cœur que les proches vont réussir à traverser tout ça. Perdre son enfant, c'est la pire chose qui puisse nous arriver. Il n'y a rien de pire, je pense. Concernant cette affaire, je vous donnerai des nouvelles dès que possible quand on aura des news. Pour toutes celles et ceux qui veulent les infos, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram Mogota-sama pour ne rien rater. Je vous attends nombreux là-bas et je vous partagerai les infos que je peux avoir. Je vous remercie de m'avoir écouté sur ce sujet particulièrement triste. Maintenant, je vous propose de passer à notre second sujet. Let's begin.
James Holmes est né le 13 décembre 1987 à San Diego, en Californie. Son père Robert était un scientifique brillant et sa mère Arlene Rosemary une infirmière diplômée. Avec son plus jeune et unique frère Chris, il grandit dans une famille bien éduquée et reçoit de ses parents une enfance douce avec beaucoup d'amour. James était un enfant très désiré avant sa naissance. Il fait le bonheur de ses parents qui lui offrent à lui et son frère une enfance des plus heureuses. Tout ça mélangé à de beaux moments en famille avec du partage et de la joie. James est élevé à Oak Hills, dans une communauté du comté de Monterey, près de Castroville, toujours en Californie. Là-bas, il fréquente l'école primaire. Sa jeunesse est semblable à des milliers de petits Américains de son âge, vivant dans une famille de classe moyenne et très croyante. Le dimanche, la famille Holmes se rend d'ailleurs à l'église. D'ailleurs, une petite anecdote, quand James était encore petit, il avait peur de ce qu'on appelait les nails ghosts. Ça veut littéralement dire les ongles de fantômes. En gros, de ce que j'ai compris, c'est comme quand vous êtes seul dans votre maison et que vous entendez des bruits ou des grincements. Lui, il était persuadé que c'était des fantômes qui étaient présents la nuit et qui tapaient sur les murs. Très tôt, l'entourage du jeune garçon remarque un comportement quelque peu atypique de sa part. Sur le plan mental, James se développe différemment de ses camarades, avec qui il a du mal à établir des relations. Son problème va se développer à tel point qu'à l'âge de 11 ans, il fait une tentative de suicide. Suite à ça, ses parents l'ont fait suivre par différents professionnels, dont un en particulier, le psychiatre Lynn Fenton. Ce suivi va durer une dizaine d'années, et James devra suivre un traitement médicamenteux adapté à son état. À 12 ans, James et sa famille déménagent à 2 heures d'Oak Hills, dans le modeste quartier de Rancho Penasquitos. Là-bas, James aurait commencé à vraiment décliné socialement. Le voisinage le décrit comme un enfant timide, qui semble quelque peu reclus sur lui-même. Parmi les passe-temps de James, on retrouve le foot et le footing. Mais encore, c'est un enfant extrêmement organisé. Dans sa chambre, le garçon de 13 ans range méthodiquement ses livres par ordre d'acquisition. Et il a l'habitude d'aligner soigneusement ses jouets. Malgré son comportement, ses parents sentent que c'est un garçon qui souhaite plaire à tout le monde. Vers l'âge de 14 ans, au collège, James décide de marcher sur les traces de son père et de se donner l'ambition de devenir plus tard neuroscientifique. Pour l'instant, quand on regarde bien, ça m'a l'air plutôt pas mal. Le jeune garçon en veut et il est ambitieux. Il veut croquer la vie à pleines dents et montrer qu'il peut devenir quelqu'un. Depuis sa tentative de suicide, on a l'impression qu'il va de l'avant. Il est toujours décrit comme quelqu'un d'un peu isolé qui est toujours dans son monde. Mais pour l'instant, ça fait pas de lui quelqu'un de bizarre ou de dangereux, je trouve. Enfin bref, continuons pour en savoir plus. À ses 15 ans, il intègre le lycée Westview à côté de chez lui. Là-bas, il joue au football, mais rencontre toujours des difficultés à développer de réelles relations sociales. Les autres parents d'élèves, comme ses camarades, le définissent comme un ado plutôt solitaire et quelconque. Il semble isolé et toujours seul. Après ces quelques années lycéennes, il obtient enfin son diplôme en 2006. Vers ses 20 ans en 2008, il travaille en tant que moniteur dans un camp d'été pour jeunes en difficulté. Le job se passe assez bien, malgré le comportement assez particulier de James. En parallèle de ça, il est étudiant à la faculté de Californie dans la ville de Riverside. Bon élève, il décroche en 2010 une licence. Entre 2010 et 2011, James va travailler dans une usine. C'était une usine d'enrobage de pilules et de capsules dans le comté de San Diego. Ses collègues diront plus tard qu'il n'était pas sociable et qu'il agissait très étrangement dans le poste de travail du laboratoire de l'usine. Durant cette période, James a également travaillé dans un restaurant McDonald's afin de se faire un peu d'argent. Par la suite, il décide de poursuivre ses études supérieures dans l'université du Colorado. Et fidèle à sa parole, il s'inscrit à un programme de doctorat en neurosciences. Il reçoit pour ça une subvention des National Institute of Health et une allocation mensuelle de l'université. Ensuite, il va déménager à Aurora. Là-bas, James Holmes s'installe rue de Paris dans une chambre-appartement étudiante. La chambre appartenait au campus de l'université. Et dans son immeuble, il y avait d'autres étudiants impliqués dans des études de santé. Dans la demande de location de l'appartement, James s'est décrit comme une personne calme et très facile à vivre. Ce qui était plutôt une bonne description, il semblait dire la vérité. À ce moment-là, c'était pas du tout quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un de relativement discret, distant, et que personne ne semblait connaître, à part ses parents peut-être. Dans les couloirs de son immeuble, comme ceux de l'école, il est le genre de personne à éviter les regards et les discussions au maximum. Certains de ses camarades répondent que parfois il ne répond même pas aux salutations. Et s'il est comme ça, franchement je me pose des questions. Peut-être qu'il a été harcelé et qu'il ne l'a jamais dit finalement. Vous savez, dans ce genre de situation, parfois on ne le dit jamais. Et après ça ne donne plus du tout envie de faire connaissance avec d'autres personnes. Enfin bref, en ce qui concerne la vie amoureuse de James, il n'y a pas beaucoup, voire pas du tout d'informations à ce sujet. Selon quelques sources, il lui serait arrivé d'avoir quelquefois fait appel à des prostituées. Et apparemment il aurait laissé des critiques de leurs services sur internet. Mais cette information est à prendre avec des pincettes, on n'est pas sûr à 100%. Tout au long de son parcours scolaire, James s'est vu majoritairement avoir d'excellents résultats, même à l'université. Mais ses brillantes performances académiques commencent à décliner lorsqu'en 2012, il
se prend de passion pour les jeux vidéo. Hop, je vous vois venir, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Moi, quand j'étais petit, j'ai joué pendant longtemps à GTA San Andreas, et c'est pas pour autant que j'ai commis des atrocités. Donc s'il vous plaît, laissez mes jeux vidéo tranquilles, c'est trop facile de pointer du doigt les jeux vidéo, je trouve. Bon, j'avoue que pour des personnes fragiles, peut-être que, mais ça reste à voir. Selon un témoignage d'un ancien camarade de classe de son université, James aurait carrément perdu contact avec la réalité, et ce depuis son obsession pour les jeux de rôle. Il joue très souvent à des jeux dans le style World of Warcraft. Ses notes dégringolent et ça devient inquiétant pour son cursus. Surtout qu'en juin de cette année-là, il doit passer un oral très important. Une étape cruciale pour la suite de ses 4 années pour aller jusqu'au doctorat. Le jour J, James échoue malheureusement à l'épreuve. Très peu de temps après, l'administration de l'établissement reçoit un mail inattendu du jeune homme. Il annonçait sa démission de l'université sans donner aucune explication. Cette nouvelle va étonner toute l'équipe éducative, sachant qu'il avait tout pour réussir, il était très intelligent. À ce moment-là, James est un garçon mystérieux, au comportement imprévisible. Et il l'est tellement que quelques heures après son examen, il se rend à une armurerie. Il va acheter un fusil Smith & Wesson MP15 et un fusil de chasse. Il achète également un pistolet Glock 22 ainsi que d'autres armes. C'est ce qu'il avait prévu. D'ailleurs, il va se les fournir sans aucun problème, ayant au préalable obtenu une licence requise dans son état. Mais James ne s'arrête pas là. Il achète près de 3000 cartouches pour ses pistolets, 3000 cartouches pour le fusil et 350 cartouches pour le fusil de chasse. C'est là que tu vois que les Américains, c'est du n'importe quoi. Voilà ce qui se passe quand on autorise le port d'armes. Voilà. Et c'est là que je me dis que je suis bien content de vivre en France. Parce que la sécurité, ça n'a pas de prix. Le mois d'après, en juillet 2012, il achète un gilet d'assaut et un couteau. Puis ensuite, il postule pour rejoindre un club de tir dans le Colorado. Mais au final, il ne va jamais s'y rendre. Le patron du club finit par l'appeler, mais il tombe sur sa messagerie, ce qu'il trouvera étrange. Ainsi, près de 3 mois durant, James était en train de préparer quelque chose. Personne ne sait encore ce qu'il a en tête ou ce qu'il projette de faire. Mais son appartement est rempli de colis et de boîtes. Et je pense qu'on commence tous à se faire une idée de ce qu'il sera capable de faire. Des armes et des munitions en quantité, autant vous dire que ça sentait pas bon du tout. La nuit, certains de ses voisins disent avoir remarqué d'étranges scintillements provenant de ses fenêtres, comme s'il était en train de bricoler. À d'autres moments, James griffonne sur un cahier et il dessine aussi. Ce sont ses pensées les plus profondes, les plus secrètes, les plus instables qu'il a confiées à ses pages. Dans ce cahier, ce jeune homme témoigne de ce qu'il y a de plus sombre en lui, toute sa folie. Récemment, James a eu une discussion avec sa psychiatre Lynn Fenton, et les nouvelles sont alarmantes. James a manifestement des idées meurtrières. Il a interrompu son traitement, mais continue de prendre d'autres médicaments. Au nom du secret médical, Lynn Fenton décide de ne pas en parler à ses parents. Après tout, d'après elle, c'était sûrement passager. D'ailleurs, ces derniers mois, ses parents n'ont que très peu de nouvelles de leur fils. Et récemment, il leur avait fait part de quelques inquiétudes concernant ses études. À part ça, il n'y avait rien de particulier qu'on pouvait lui reprocher. Tous les étudiants avaient des soucis, et James, avec sa personnalité atypique, en avait aussi. Les moments de faiblesse, ça pouvait arriver à tout le monde. James est un jeune homme intelligent, qui a tout pour réussir dans la vie et apporter sa contribution à la science. Ses professeurs disent de lui que c'est un étudiant remarquable, qu'il semble pouvoir se créer aisément un chemin jusqu'au sommet de l'excellence. Et oui, c'est ce qui aurait pu se passer. Et c'est probablement ce que ses proches avaient envisagé pour lui, pour son avenir. Mais aujourd'hui, en cet instant, personne ne peut comprendre James. Personne ne sait ce que son esprit malade est en train de construire. Personne excepté lui-même et son précieux petit cahier à qui il se confie. C'était le début du mois de juillet, et l'été commence à bien s'installer. James a enfin achevé son très court ouvrage. Il emballe tout ça soigneusement dans un petit colis, et après y avoir mentionné une adresse et placé un timbre, il l'envoie. Maintenant, James se prépare à quelque chose qui va changer sa vie pour toujours. Il va sombrer dans l'horreur, et on va découvrir tout ça ensemble. Vers la mi-juillet, un événement cinématographique se prépare à travers tous les États-Unis comme à l'international. Dans de nombreuses salles de cinéma va être projeté en avant-première le dernier volet du film The Batman, The Dark Knight Rise. Autant vous dire que les fans sont super excités. Les recettes attendues à cette sortie se comptent à des centaines de millions de dollars. Le vendredi 20 juillet 2012, aux environs de minuit, une projection est également prévue à Aurora, dans le grand cinéma de la ville. James a acheté un billet et fait partie des spectateurs pour cette avant-première. Beaucoup de gens sont déguisés pour l'occasion, parfois dans un thème plutôt sombre, lié à l'univers assez dark de Batman. À minuit, le film commence et tout le monde fait silence dans la salle. À peu près 20 minutes après le début de la séance, James se lève de son siège et sort de la salle. Il rejoint sa voiture garée sur le parking. Il se met à fouiller dans cette dernière et en sort tout un équipement.
Calmement, il enfile un casque et un gilet pare-balles. Il va mettre aussi une protection pour la gorge, une coquille, un pantalon de protection et un masque à gaz. Une fois que c'est fait, il attrape 2 fusils et un pistolet. Ensuite, lourdement habillé et armé, il retourne dans la salle de cinéma. James Wilburn, un homme assis au 2e rang, racontera: un homme est rentré peu après minuit par une issue de secours située juste à sa droite et s'est placé devant l'écran. Il était habillé tout en noir et portait un masque à gaz. Il avait un pistolet à la main et un fusil attaché à son dos. Tout d'un coup, tout le monde dans le public entend une sorte de sifflement. Il commence à avoir de la fumée qui envahit la salle. James vient de lancer une bombe lacrymogène, mais personne se lève. C'était une avant-première et le public devait penser que c'était une animation prévue par le cinéma. Ou peut-être un fan qui faisait une blague un peu trop poussée, qui sait. La fumée continue et une scène de fusillade commence dans le film. À ce moment précis, James attrape son fusil et commence à mettre le feu sur la foule. Mais encore une fois, sur les 400 personnes présentes dans la salle, beaucoup pensent au début qu'il n'est pas une menace. Un témoin expliquera les choses suivantes. On a juste continué à regarder le film pendant un moment. Mais quand les spectateurs ont réalisé que quelqu'un tirait réellement dans la salle, tout le monde a commencé à paniquer. Oui, James était réellement en train de tirer sur les gens avec un fusil semi-automatique. James Wilburn, l'homme au 2e rang, continue son récit. Une fois son chargeur vide, il l'a calmement lâché et il a pris une autre arme et a réouvert le feu. Je suis persuadé ensuite d'avoir entendu pas moins de 30 coups de feu. Chris Jones, un autre témoin, racontera les choses suivantes. J'ai d'abord cru que c'était seulement des pétards. Il y avait de la fumée, puis j'ai entendu bam, bam, bam. Le tireur n'avait même pas besoin de recharger. Les tirs partaient sans arrêt. Des gens ont commencé à s'effondrer. On était sur le sol pour éviter d'être touchés. Alors qu'énormément de gens se font toucher par les tirs de James, certaines de ces balles ont carrément traversé les murs pour blesser 3 personnes dans les salles adjacentes. Tout le monde commence à sortir en courant et en criant du cinéma et en baissant la tête. Pendant plusieurs minutes interminables, James était devenu un monstre qui tirait sur n'importe quoi, sur tout ce qui bougeait. Effrayé par la mort et dans un instinct de survie, beaucoup de gens s'enfuient et se bousculent, se blessant les uns les autres dans la panique. Dans son équipement lourd, l'ancien étudiant monte lentement les escaliers, entre les rangées, tout en continuant de tirer. C'était le chaos général, et la présence de nombreux fans déguisés lui laissait l'occasion de se fondre dans la masse. Ainsi, personne ne sait véritablement d'où proviennent les tirs. James peut mettre le feu comme bon lui semble et s'enfuir. Une jeune femme va témoigner sur ce qu'elle a vu une fois à l'extérieur du cinéma. 5 adultes. Parmi eux, il me semble que 3 avaient des balles dans le ventre. Il y avait du sang partout. Une petite fille d'environ 9 ou 10 ans avait une balle dans le ventre et du sang sur les jambes. Au total, 70 personnes sont blessées, dont de nombreuses grièvement. Et James a enlevé brutalement la vie de 12 personnes. Très vite, le 911 est contacté et la police arrive sur place. James sort enfin du cinéma pour rejoindre sa voiture après son horrible massacre. La police l'a repéré et se rapproche du parking avec précaution. James n'a plus que 2 armes sur lui. Il ne résiste pas et les agents l'arrêtent alors qu'il était juste à côté de sa voiture. En fouillant dans son véhicule, la police trouve une herse avec lui. En gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui permet de crever les pneus d'une voiture en cas de course-poursuite. Un objet assez tranchant que tu poses sur la route. James explique qu'il l'avait prévu au cas où la police essaierait de le suivre, lors d'une course-poursuite comme je le disais. La police a aussi saisi un fusil d'assaut, mais également un fusil à pompe et un pistolet dans sa voiture. Une autre arme a été retrouvée dans le cinéma, et peu de temps après qu'il soit arrêté, il a dit les choses suivantes en sortant du cinéma. « Je suis le Joker, l'ennemi de Batman ». Puis ensuite, il n'aurait plus lâché un mot. Lorsque son casque est retiré, les policiers constatent que ses cheveux ont été teints en orange, peut-être en référence au fameux Joker. Il est emmené tout de suite en garde à vue et il est considéré comme le principal suspect. Le principal suspect des fusillades les plus marquantes des États-Unis. Pendant son interrogatoire, James déclare avoir caché des explosifs dans son appartement au nord d'Aurora, à environ 8 km du massacre. Lorsque la police arrive à son domicile, il découvre effectivement qu'elle était truffée de pièges. Il décide d'évacuer tout le monde de l'immeuble ainsi qu'une partie du secteur. Des policiers s'approchent alors par une fenêtre, par l'intermédiaire d'une grue, puis s'emploient à désamorcer minutieusement chaque charge avec l'aide d'une brigade anti-bombe. Dan Oates, le chef de la police locale, déclare que James avait pour ambition qu'il tuerait n'importe qui rentrerait chez lui. Il y a un amas de fils électriques, des bocaux remplis de munitions, de liquide, plusieurs choses qui ressemblent à des munitions de mortier. Entrer dans cet appartement en toute sécurité est un vrai défi. 30 explosifs d'une taille conséquente ont été neutralisés. Tout était fait pour que le plus de monde soit tué dans l'explosion de cet appartement. Je trouve que c'est incroyable de voir à quel point James avait tout préparé. C'est là qu'on voit à quel point c'était une personne intelligente. Et c'est encore plus effrayant. Vous imaginez tout le stratagème qu'il a mis en place pour tuer le plus de personnes possible. Ça fait peur.
S'il n'avait pas signalé aux policiers tout ce qu'il avait mis en place, il aurait probablement tué encore plus de personnes. Bref, revenons à la police. Les explosifs installés dans l'appart de James étaient suffisamment sophistiqués pour que la police mette plusieurs heures à les désactiver, et ce sans déclencher aucun mécanisme. Pendant ce temps, James est placé en détention provisoire, et ses intentions restent encore inconnues. Personne ne connaît encore ses motivations et pourquoi il a fait ça. Selon le FBI, il n'y avait aucun indice laissant penser que le jeune homme, qui n'a aucun antécédent judiciaire, soit lié à un groupe qui avait prévu tout ça. Il était le seul à agir, et ça, on en était sûr. D'ailleurs, tout ce qui comporte son casier, c'est juste un excès de vitesse. En à peine quelques heures, l'événement est couvert par la plupart des médias et relayé à l'international. Le monde entier peut à présent allumer sa télévision et apprendre avec effroi ce qu'il vient de se passer à Aurora. À ce moment-là, on est en pleine campagne présidentielle. Le président des États-Unis, Barack Obama, qualifie cette fusillade d'atroce et de tragique. Il promet que son administration fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir les habitants d'Aurora en ce moment difficile. Et il s'engage à ce que le responsable rende des comptes à la justice. Il a jugé cet événement comme très grave et va prendre des dispositions. Il décide, comme son adversaire à l'époque, Mitt Romney, de placer sa campagne entre parenthèses pour un deuil national. Et il déclare « Il y aura d'autres jours pour faire de la politique. Aujourd'hui, l'heure est à la prière et à la réflexion. » Ce sont de très belles paroles de cet ancien président Barack Obama. Il laisse son ambition de côté pour se recentrer sur le plus important. Le pays est touché par un drame qui malheureusement a causé de nombreuses victimes. Et lui, il va demander une pause dans sa campagne. Non, franchement, respect à toi, Barack Obama. James Holmes a largement dépassé les limites avec tout ce qu'il vient de faire. Il est temps pour lui d'être arrêté et condamné. Étant donné la gravité de l'affaire, un premier procès pour James est très rapidement organisé, dans les jours qui ont suivi l'arrestation. Le 23 juillet, une première audience est ainsi ouverte. James ne prononce pas la moindre parole et n'exprime aucune émotion particulière. Il est décidé qu'il serait détenu à l'isolement, afin de le protéger des autres prisonniers et en attendant son véritable procès, lorsque plus de détails seront trouvés par l'enquête. Il est envoyé au centre de détention d'Arapahoe, à quelques kilomètres, sous surveillance suicidaire. Enfin, la date du nouveau procès a été trouvée, le 16 juillet 2015. Le jour J, James est défendu par le public de l'État du Colorado. Au cours du nouveau procès, James avoue avoir tiré, mais il va plaider coupable pour cause d'aliénation mentale. Mais tout le monde le sait, l'ombre de la mort plane sur le jeune homme, qui a maintenant 26 ans. La sentence de la peine de mort est légale à ce moment-là aux États-Unis. James pourrait rapidement y remplir tous les critères pour y être condamné. Au tribunal, il y a aussi ses parents qui sont présents. Ils vont parler de leur fils en le décrivant et en le défendant avec espoir. Ils vont aussi montrer de vieilles vidéos de lui quand il était enfant à l'Assemblée. Tout est mis en place pour essayer de faire comprendre une chose. Ce qu'a fait James est très grave et très choquant, mais c'est un garçon qui a des problèmes mentaux. Il est né innocent et son esprit défaillant l'a poussé à commettre des atrocités. Arlene, la maman, est en larmes à la barre des témoins. Elle parle de la douleur et de la culpabilité qui l'ont consumée depuis que son propre enfant a assassiné 12 personnes et a blessé ses 70 autres dans le cinéma d'Aurora. À 61 ans, cette maman s'exprime longuement pour la première fois. Tout ce qu'elle veut, c'est que son fils ait une chance de survivre, de passer le restant de sa vie en prison et en vie. Comme elle l'avait décrit dans son journal de prière 9 mois après la nuit du carnage, plus de morts ne restaurent pas la vie. Et elle déclare aussi « Mon fils n'a jamais fait de mal à personne. Jamais, jamais. Jusqu'au 20 juillet 2012. Il souffre d'une maladie mentale. Elle l'a choisi. Il ne l'a pas choisi. Et j'aime toujours mon fils. Avec Robert, nous l'avons toujours voulu. C'était notre premier enfant et nous avons espéré sa naissance. C'est un miracle pour nous. » À un moment, une vidéo est diffusée au tribunal. Il s'agissait d'un entretien avec un psychiatre, William, et avec James. L'objectif de cet entretien est d'essayer d'en savoir un peu plus sur les raisons qui ont poussé l'ancien étudiant en neurosciences à se comporter de cette façon. Mais ce que va dire James fait froid dans le dos. C'est à ce moment-là qu'on distingue un esprit empathique d'un esprit qui ne l'est pas du tout. Et vous allez comprendre pourquoi. James expliquait ne pas savoir qui l'a tué et qu'il ne s'en souciait pas. Pour lui, leur mort n'avait qu'un seul but, lui permettre de se sentir mieux et de le faire évoluer en tant que personne. Et il va dire toutes les choses qui vont suivre. Si vous prenez une vie, cela s'ajoute à ce que vous valez. Tout ce que ces gens auraient pu faire, tout ce qu'ils aimaient est annulé et vous revient. C'est un calcul comme une économie. Commettre des meurtres m'a permis de sortir de la dépression. Cela m'a donné un but, une alternative au suicide. Pour James, ces gens n'étaient que des nombres, une masse. Et il continue. Je savais que légalement ce que je faisais était mal. Vous êtes puni lorsque vous tuez quelqu'un, ça je sais. Mais pour moi, ils n'étaient pas réels. C'était juste des formes amorphes qui allaient être blessés. Je ne pensais pas à eux comme des individus. Le procès avance et ses parents sont immobiles et stoïques. Ils sont juste à une ou deux rangées de leur fils.
Ce même fils qui est un meurtrier de masse et que tout le monde sait coupable. Parfois des larmes coulent sur leurs joues. Ils prennent des notes et ils sont pour la plupart du temps silencieux. À ce moment précis, il est difficile de s'imaginer à leur place, en train d'écouter leur propre chair parler de cette façon. L'état mental dans lequel ils se situaient juste avant la fusillade est également analysé. Ils vont découvrir que son psychiatre, le docteur Lynn Fenton, n'a jamais dit à ses parents qu'il a interrompu son traitement, qu'il était peut-être psychotique et qu'il avait des idées meurtrières. L'avocate de la défense va alors poser une question aux parents. Auriez-vous aimé qu'elle vous fasse mention de tout ça? La maman de James se met à sanglanter et elle répond: Nous n'en serions pas là aujourd'hui. J'aurais rampé à 4 pattes pour le savoir. Elle ne me l'a pas dit. Elle ne me l'a pas dit. Elle ne me l'a pas dit. C'est là qu'on voit que les parents n'étaient pas tellement au courant que James était en train de changer. Tous les trois ont rarement communiqué directement en 2012, car James avait pris l'habitude de les contacter par mail. Contacter par mail, c'est là qu'on voit à quel point James était dans des habitudes assez étranges. Qui va contacter ses parents par mail, sérieux? Et surtout en 2012? Je sais pas, mais comme moyen de communication, je trouve ça super flippant. Bref, James et ses parents se voyaient très rarement physiquement. Mais le jour de la fête des mères, environ 2 mois avant la fusillade, Arlene raconte que James lui a envoyé un message vocal. Il disait: j'ai des problèmes à l'école, j'ai des problèmes avec les présentations. Arlene continue et elle dit: je lui ai répondu ce qui me semblait être le plus juste, à lui savoir de lui rappeler qu'il avait bien réussi ses présentations à l'époque. Je n'arrêtais pas de lui dire de continuer d'essayer, continue d'essayer, encore. Mais excusez-moi, je n'ai pas réalisé que son appel à l'aide le plus fort résidait dans son silence. Au bout de plusieurs jours de procès, il est temps pour le jury de délibérer. Pendant de longues heures, ils vont discuter et décider de la sentence. À ce moment précis, c'était soit la prison ou la mort. Au bout de 12 heures, le jury a pris sa décision. N'ayant pas su se mettre d'accord sur la condamnation à mort, il le déclare coupable de multiples meurtres au premier degré. Le jury estime que James a agi de manière très cruelle, en tirant sur ses victimes, et avait sans aucun doute planifié l'agression à l'avance. Par conséquent, James Egan Holmes est condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge ordonne également à James de verser environ $1 million aux victimes du massacre. James est envoyé tout de suite en prison. Ainsi, cette tragique histoire n'aura pas fait un mort de plus. Arlene et Robert Holmes sont dévastés mais soulagés. La justice a parlé, et bien que la famille soit choquée pour toujours et marquée par tout ça à jamais, leur enfant est toujours en vie. Mais une question reste en suspens. Qu'est-il arrivé au cahier de James ? Où il l'a envoyé? Souvenez-vous, James Holmes a envoyé son cahier par colis. Il a envoyé ça à une adresse jusqu'à présent inconnue, mais dévoilée le jour du procès. Et ce colis était destiné à son psychiatre de l'université. À l'intérieur du cahier, on pouvait y trouver de nombreux détails sur la façon dont James avait prévu de tuer les gens. Il y avait aussi des dessins concernant ce qu'il allait faire. Des illustrations du massacre sous forme de petits bonhommes avec des petits bâtons. On voyait les petits personnages tirer sur d'autres. Par l'envoi de ce paquet, il voulait prévenir du massacre qu'il était en train de préparer dans son esprit. Ainsi, ce petit carnet aux airs insignifiants aurait pu faire toute la différence dans cette affaire. Ce petit cahier aurait pu éviter de nombreuses vies enlevées le soir du 20 juillet 2012. Mais selon l'université, le paquet aurait été découvert le lundi suivant, soit environ 3 jours après l'événement. Une source anonyme citée par certains médias contredirait cette information. Il disait que le colis avait été reçu bien avant, mais que malheureusement il a été oublié dans une étagère. Le porte-parole de la faculté, Jacques Montgomery, va déclarer à ce sujet: la source anonyme de Fox News selon laquelle le paquet a été reçu quelques jours avant et abandonné sur une étagère est inexacte. Le colis a au contraire été remis aux autorités dans les heures ayant suivi sa réception. C'est quand même dingue, tout ce que James avait prévu, on avait l'impression qu'il voulait que ce soit évité. Mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Quant à James aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu? Eh bien, alors qu'il purgeait sa peine en prison, James a été agressé par un autre détenu. À la suite de cet incident, il a été transféré dans un autre endroit tenu secret par l'État. Il a fait plusieurs tentatives de suicide en prison, suite à quoi il a été hospitalisé à plusieurs reprises. Selon le quotidien britannique The Sun, James Egan Holmes se fait toujours passer pour le Joker avec ses codétenus. Un des codétenus va dire la phrase suivante: il ne montre pas de remords, il pense qu'il a agi dans un film. La ville d'Aurora dans laquelle s'est déroulée la fusillade se trouve à une trentaine de kilomètres à peine de Columbine, théâtre en 1999 d'un massacre, quand 2 adolescents avaient abattu dans un lycée 13 personnes et en avaient blessé 24 avant de se donner la mort. La police de New York a annoncé qu'elle renforcerait les mesures de sécurité dans les cinémas. Par ailleurs, les armes factices et les déguisements sont désormais interdits. L'avant-première de Batman The Dark Knight Rise, qui était programmée au cinéma Gaumont des Champs-Élysées à Paris, a été annulée. Certains des acteurs invités ne sont finalement pas venus. Pour rendre hommage, Hans Zimmer, le célèbre compositeur de musique de film américain, a créé un morceau dont les recettes iront directement aux victimes de la fusillade. Et le président de l'époque, François Hollande, a par ailleurs exprimé ses condoléances aux Américains.
Ainsi se termine cette affaire sur James Egan Holmes. Ici, tout ce qu'il a fait est particulièrement horrible. Mais quand on creuse le comportement qu'il a depuis toujours, sa façon d'être, c'est assez spécial. Je sais pas, mais on a comme un peu de pitié pour lui. Ça nous pousse à essayer de comprendre pourquoi il a fait ça. Bien sûr, peu importe les raisons, ça ne justifiera jamais ses meurtres, et il mérite d'être condamné. Mais quand on le regarde depuis le début, on a l'impression qu'il ne raisonne pas comme quelqu'un de normal, que d'une certaine manière, il demandait de l'aide aux gens, mais pas de la meilleure des façons. Au fond, personne n'aurait pu se douter de ce qu'il allait faire, je pense. James avait clairement un problème psychologique qui n'a pas été traité. Ça, c'est évident. Ici, c'est facile ce que je vais vous dire, mais s'il avait été vraiment entouré par des amis ou une petite amie, qui sait, et tout ça mélangé à beaucoup plus d'attention et d'amour à son égard, ça aurait peut-être tout changé, il aurait pris un chemin plus sain. Quoi qu'il en soit, j'attends vos avis concernant James, ce que vous en avez pensé, ainsi que vos hypothèses. J'aimerais savoir en commentaire votre point de vue d'un côté psychologique, et surtout si ce massacre aurait pu être évité finalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, prenez soin de votre famille et profitez de cette putain de vie bordel, parce que parfois elle est vraiment courte, comme on vient de le voir. C'était Mogota, à bientôt.